de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Nouvelle émission, donc, de Libre Santé en direct ce soir de nos studios 12 rue Victor Hugo à Coutras. C'est la première émission. À 18h, nous aurons une seconde émission, 58 minutes, jusqu'à 19h. Nous recevrons Karine Montes et Thierry Lafaille, qui sont tous les deux élus sur la commune de Saint-Denis-de-Pile. Mais tout d'abord, je dois saluer mon ami le docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Toujours en pleine forme. Oh bah oui, pourquoi pas. Bah oui, hein, monter sur ressort presque. Pardon ? Monter, non, donc pas en forme, il entend mal. Non, je disais monter sur ressort. Ah, sur ressort, oui. Alors, nous allons parler d'un sujet tout nouveau qui vient de sortir. Oui. On n'en parle pas depuis des années, mais malheureusement, je suis un peu effondré, mais c'est comme ça. Nous allons parler de... ce foutu Covid-19, cette épidémie, vous en entendez parler, je le dis à chaque fois, vous en entendez parler sur les plateaux télé, sur CNews, sur LCI, on ne parle que de ça. Et nous, on va vous en remettre une petite couche ce soir, mais d'une manière différente. Quand je dis différente, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous savez qu'ici, nous, on n'a pas la langue de bois, on dit ce que l'on pense. Et donc, ça va être le cas ce soir. Docteur Jacques-Michel Lacroix, le micro est à vous. Merci. Enfin, presque. Oui, on va essayer de faire le point sur ce qui peut nous arriver en fonction de cette épidémie. Et on va faire le point de trois manières. Enfin, d'abord, voir quels sont les traitements proposés. Deuxièmement, en l'absence de traitement ou même avec traitement, voir ce qu'il en est du vaccin ou des vaccins. Et enfin, en l'absence de vaccin ou de traitement, ce que nos dirigeants peuvent faire. Mais tout un programme, donc. Oui. Alors, on va essayer d'aller assez vite parce que sinon, on pourrait y rester des heures. Alors, tout d'abord, les traitements. Il faut dire que, contrairement à ce qu'avait dit nos dirigeants, au début, tout au moins, parce que maintenant ils ne le disent plus, ils disaient « Restez chez vous, prenez du Doliprane, et quand vous vous étoufferez, vous irez en réanimation. » C'est réellement ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être surpris, on en rajoute. Non, c'était tout à fait ça. Voilà. Et même, attention, ne portez pas de masque, ça peut être dangereux. Oui, en plus. Je l'oublie pas. Alors, peut-être que s'ils avaient dit, lorsque vous avez des symptômes, allez voir votre médecin, il vous donnera un traitement, et s'il le juge utile, il vous hospitalisera. Je pense que ça aurait nettement diminué le nombre de malades qui ont été admis à l'hôpital et ensuite en réanimation. Voire même peut-être de décès. Même peut-être de décès. Alors c'est vrai que c'est un virus un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il est polymorphe, il mute sans arrêt. Là, on parle beaucoup des nouveaux... Alors, ils n'osent pas utiliser le mot mutant, je ne sais pas pourquoi. Ils disent des déviants ou des... Non, en fait, ce sont des mutants, parce que c'est tout à fait logique, parce que plus le virus se multiplie, et il se multiplie forcément par la contagion. Par contagion, en passant d'un individu à l'autre. Plus il se multiplie, plus il a des chances de ne pas se multiplier à l'identique, c'est-à-dire de muter un peu. Tout comme nous, nos cellules, quand elles se multiplient sans arrêt, évidemment, et quelquefois, il y en a qui ne sont pas conformes au modèle, et ça donne des maladies. Je me pose une question, mais ça, on devait le savoir depuis le début. Qu'il allait muter ? Et oui. Et oui. On n'entend parler que depuis quelques semaines, c'est tout. Oui, parce que c'est vrai, c'est assez long à identifier un virus. Il faut faire son génome, ça demande des infrastructures très spécialisées, de façon à savoir exactement comment il est fichu. Et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que celui qu'on a, comme par exemple ce qu'on a appelé la deuxième vague, c'était pas la conséquence de la première vague,
c'était une mutation du virus qui a entraîné une deuxième épidémie. On ne nous l'a pas dit, ça. Et oui, mais si, il y en a qui le disent. Maintenant. Et pas des moindres, je veux dire, des gens qui s'y connaissent en virologie. C'est-à-dire que ça n'a pas changé grand-chose, c'était toujours un coronavirus, c'est exact, mais il était un peu différent des autres. Donc, comme il était un peu différent, il a pu reprendre de l'amplitude. Et là, on est en train d'en avoir à nouveau des virus qui sont différents parce qu'ils ont muté, parce qu'ils se sont multipliés en grand nombre. Et en se multipliant en grand nombre, ils finissent par ne plus être tout à fait identiques à ce qu'ils étaient. Alors, on entend parler beaucoup de celui qui arrive de Grande-Bretagne. Oui. Il y en a un qui arrive aussi d'Afrique du Sud, qui semble peut-être plus embêtant que celui de Grande-Bretagne, d'après ce que j'ai entendu. Alors, ce sont toujours Il est en France, du reste. Oui, des coronavirus qui ne sont pas forcément... Ils peuvent être ou plus dangereux ou moins dangereux, ou plus contagieux ou moins contagieux. Mais alors, par contre, et de ce pourtant je le défends, mais le professeur Raoult disait que cette épidémie allait mourir de sa belle mort. Oui. Et que ce virus allait disparaître petit à petit tout seul. Et pourtant, il y a eu je le défends, j'insiste. Comment ? Il y a eu une deuxième épidémie pourtant. Et oui. Et oui, parce que c'était un mutant. C'était plus tout à fait le même. Donc lui-même n'avait pas prévu. Alors. Il n'avait pas prévu, mais il ne le conteste pas. C'est obligatoire que les virus mutent. Par exemple, pour la grippe, on a des virus différents chaque année. Oui. Ce sont des mutants. Donc on essaie de prévoir les mutations à venir pour pouvoir préparer des vaccins qui vont englober ces virus. Donc actuellement, on a affaire à des mutants qui nous viennent d'Angleterre, qui ont peut-être été favorisés par on n'a pas beaucoup parlé des élevages de visons qu'il y a eu. Oui, on en parle là depuis 48 heures, 72 heures. Et ça fait déjà un petit... Oui. Ah, mais là, on en parle sérieusement. On en parle oui. Non, mais ça fait plus d'1 mois que... Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Ils ont abattu tous les visons qu'ils avaient dans, je ne sais plus si c'est en Norvège ou en Suède. Oui, mais il y a encore des visons à abattre. Et on a encore, je crois, trois élevages de visons en France qui sont peut-être susceptibles d'être contaminants. Alors, en passant d'une catégorie à une autre, le virus, il va muter aussi. Donc, on a actuellement à craindre, entre guillemets, un virus qui est une mutation du virus originel, qui est peut-être plus contagieux, qui n'est pas forcément plus grave, mais qui donne à peu près les mêmes symptômes. Alors, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce virus est emmerdant parce qu'il donne des symptômes qui sont très différents, besoin d'un individu à l'autre. Il y a toujours un fond commun de symptômes, et après, il y a des gens qui font des formes graves. On ne sait pas pourquoi. Bon, sans doute qu'ils avaient une prédisposition, etc., etc. Alors... Ça, c'est un peu comme la grippe. Oui, il y a des gens qui vont être très malades avec la grippe, et puis d'autres... bon, je ne dis pas que ça ne sera rien, mais bon, voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Alors, ce virus a plus une particularité, c'est qu'il attaque le système nerveux. C'est pour ça qu'on a une perte de l'odorat, une perte du goût, souvent. C'est pas forcément grave, ça revient, ça rentre dans l'ordre en général. Mais là où je voulais en venir, c'est que peu importe à la limite le nombre de cas qu'on trouve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en antenne. C'est pas le nombre de cas qu'on trouve qui est important, c'est le pourcentage de cas par rapport au nombre de gens testés. Si on teste 100 000 individus et s'il y a 15 000 cas positifs, ça fait du 15%. Si on teste que 20 000 individus et s'il y a 15 000 cas positifs, ça fait 75%. Et là, c'est plus embêtant. Bon. Donc, chaque fois qu'ils nous disent on a eu aujourd'hui tant de cas positifs, il faudrait dire par rapport au nombre de testés. C'est-à-dire, est-ce que le pourcentage monte, est-ce que le pourcentage diminue ? Bon, et en plus de ça, il serait souhaitable qu'il y ait un nombre de gens, un grand nombre de gens qui soient contaminés dans la population pour pouvoir acquérir une immunité de groupe. Parce que heureusement, tous les gens testés positifs, ils ne sont pas tous malades, loin de là. Loin de là. Et alors, parmi ceux qui tombent malades,
ils se tombent malades en général, ils font une maladie qui est assez frustre, qui n'est pas trop importante, c'est comme une grippe. Angine un peu. Oui, avec une perte de goût, perte de l'odorat. Et puis, souvent, ça s'arrête là. Mais dès que vous avez ces symptômes, il faut aller voir votre médecin traitant. Parce que les médecins ont la possibilité de donner quand même des médicaments qui peuvent arrêter l'évolution et éviter que vous ne vous aggraviez et que vous soyez hospitalisé. Est-ce que vous êtes tous d'accord, les médecins, là-dessus? Non, je ne pense pas. Mais il y a un collectif de médecins qui s'est monté, dont je vais parler, justement pour dénoncer ça, pour dire il faut que le gouvernement dise aux gens d'aller voir leur médecin traitant, au lieu de leur dire de rester chez eux et de prendre du Doliprane. Entre nous soit dit, plutôt que du Doliprane avec ce virus, il vaut mieux prendre de l'aspirine, parce que ce virus a tendance à faire des micro-emboles, c'est-à-dire à boucher les artères, et l'aspirine est un fluidifiant. Donc, il vaut mieux prendre de l'aspirine. Bon. Qui prend du cardégique tous les jours. Oui, c'est parfait. Bon, c'est impeccable. Parfait. Donc, il y a un collectif de médecins qui s'est monté et qui réclame justement d'abord des gestes de prévention comme on les fait, c'est-à-dire des gestes barrières, mais aussi recommander aux gens d'avoir évidemment une bonne hygiène de vie. Et puis, tant qu'on y est, je voulais en parler à la fin, mais on peut en parler maintenant, il y a des choses à faire pour essayer de stimuler son système immunitaire, pour, si possible, ne pas être malade. Alors, parmi les choses à faire, il y a d'abord la vitamine D qu'il faut prendre, surtout l'hiver, parce que l'été, on n'a pas besoin de vitamine D, parce que le soleil nous permet, avec la peau, de synthétiser la vitamine D. Mais l'hiver, il n'y a pas de soleil. Donc, à titre préventif, mais ça c'est bon aussi pour la grippe, c'est bon pour les rhumes, c'est bon pour tout ça, prenez une ampoule de vitamine D à 50 000 unités tous les 15 jours pendant les mois d'hiver. Il y a autre chose qui semble aussi intéressant pour les virus, c'est le zinc. Donc le zinc est en vente libre dans les pharmacies, on peut prendre une gélule par jour, il n'y a pas de contre-indication, et ça stimule le système immunitaire. Il y en a beaucoup en bordure de toit. Mais... Oui, aussi, mais enfin c'est difficile d'aller lécher les... Excusez-moi, non, j'ai dérapé. Et ensuite, on peut, quand on se sent un peu fatigué, on peut prendre la vitamine C. Ça a un effet un peu tonique, ça stimule le système. Mais attendez, parce que vous dites vitamine D, vitamine C, oui. Est-ce qu'on est obligé de prendre des comprimés? Est-ce qu'on peut prendre ces vitamines sous d'autres formes que médicaments? Oui, bien sûr. Alors, quelques exemples? Alors, moi, c'est surtout les médicaments que je connais. Il faut demander aux pâtissiers ou aux cuisiniers ce qu'ils connaissent. Moi, c'est surtout les médicaments, je les connais. Maintenant, la vitamine C... il y a bien sûr les oranges, il y a les kiwis, les citrons. Des fruits surtout. Des fruits surtout. Il y a plein de... Des fruits surtout, la voilà. vitamine D. La vitamine D, je risque de dire des erreurs. Donc là, je sais qu'il y a des ampoules à prendre tous les 15 jours, c'est très pratique. Oui, je comprends. Moi, je comprends. Bon. Je cherche la difficulté. Bon. Ensuite, si on est un peu enrhumé... on va chez le pharmacien, on lui demande des ampoules de cuivre. On en prend 2 ou 3 par jour. Et souvent, ça suffit pour arrêter le rhume. Et puis, les homéopathes conseillent aussi de prendre à ce moment-là oscillococcinum ou pyrogénium en granules. Et ça... médicaments qui ne sont plus remboursés. Ça n'est plus remboursé. Non. Ça n'est plus remboursé. Et donc, tous ces petits médicaments qui sont par rapport à un incendie, ce sont des extincteurs, c'est pas une grosse lance à incendie. Mais un incendie, ça peut s'éteindre au début avec un verre d'eau. Donc il faut essayer d'avoir un organisme, que son corps soit le mieux préparé possible pour faire face au virus, que ce soit le coronavirus, celui de la grippe ou autre. Bon, voilà, c'est le signe. Nous allons faire une pause musicale. Je vais aller prendre mon ampoule et on se retrouve dans quelques minutes. CLC Média. CLC Média. La web radio. De Coutras. De Coutras et bien sûr les alentours et bien au-delà, puisqu'on nous écoute aux 4 coins de la France et même au-delà des frontières. Vous le savez,
CLC Média est une web radio. Pour l'écouter, il suffit de charger l'application sur son téléphone, CLC Web Radio, ou sur votre ordinateur avec Internet. Vous pouvez nous recevoir sans problème. L'avantage de la web radio, c'est que par rapport à une station FM, vous nous écoutez beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite du moment que vous avez une connexion Internet. Ce soir, nous sommes jusqu'à 18h dans l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Je vous rappelle qu'à 18h, il y aura une nouvelle émission 58 minutes. Je recevrai Karine Montes et Thierry Lafaille. Et ils vont parler de leur élection à Saint-Denis de Pile. Nous parlons bien évidemment avec le docteur Jacques-Michel Lacroix de ce virus qui nous embête tous, qui nous pourrissent la vie. Et on parlait d'un regroupement de médecins qui se sont regroupés en association. Et là, je crois bien que vous vouliez donner l'adresse, c'est cela ? Oui, ce regroupement. Ils ont un site. Alors l'association s'appelle Laissez les médecins traiter, je crois. Je n'ai pas le nom de l'association exact, mais ils ont un site où on peut rentrer en contact peut-être avec eux et voir ce qu'ils font. Ils exposent leur manifeste. Et ça s'appelle la 4e voie pour le Covid-19. Et le site, c'est https, mais enfin en tapant sur Google manifeste au pluriel liberté au pluriel.org, on trouvera facilement le site. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, ces médecins-là ? C'est un collectif de médecins... Aux quatre coins de la France ? Oui. Oui, à peu près. Oui. De médecins généralistes qui se sont dit, mais après tout, on peut quand même essayer de traiter les gens autrement que par du Doliprane et pour attendre qu'ils aillent en réanimation. Ils ont fait des traitements, ils se sont aperçus que dans la majorité des cas, ça marchait, et ils essaient de le faire savoir à leurs confrères et à la population. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme traitement ? C'est rien d'extraordinaire. Ce sont des produits qui sont connus. D'abord, ils mettent les gens sous antibiotiques, soit de l'azithromycine, qui est un antibiotique extrêmement connu des médecins, très utilisé. C'est un macrolide qui est largement utilisé, dont les médecins connaissent bien les contre-indications. C'est pour quel symptôme, là, cet antibiotique ? Vous êtes positif et avec un début de symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, des maux de tête, un peu de tout, c'est justifié. Donc, cet antibiotique est utilisé. Il y en a un autre qui est utilisé par certains médecins, qui est un dérivé des tétracyclines, qui s'appelle le Doxysan, qui semble aussi donner de bons résultats. Enfin, peu importe que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. À ça, ce groupe de médecins associe le zinc qu'on a cité tout à l'heure comme étant... sous forme d'ampoule. Non, en gélule. En gélule. Comme étant intéressant à titre préventif. Ils associent du cuivre en ampoule pour stimuler les défenses, de la vitamine C à forte dose pour stimuler les défenses aussi, et puis alors il faut en parler, l'hydroxychloroquine. Alors voilà, tout à l'heure, hors antenne, moi j'ai été un petit peu surpris, parce que pour moi c'est fini, en France c'est introuvable, et non, c'est un scoop presque, vous nous dites, vous pouvez en prescrire. On peut en prescrire. Alors, ce n'est plus interdit. Non, ça a été interdit en mars, avril, par là. Elle existait toujours, hydroxychloroquine, ça s'appelle Plaquenil, le nom commercial. C'est utilisé dans certaines affections rhumatismales et pour les lucies estivales, c'est-à-dire pour une maladie de peau, mais ça peut être parfaitement utilisé pour autre chose. Seulement, dans ce cas, le produit n'est pas remboursé et n'a pas l'autorisation pour ça. Mais le médecin a le droit de le prescrire en mettant en dessous du terme Plaquenil hors AMM, c'est-à-dire qu'il le prescrit sous sa propre responsabilité
Et si par hasard, il y a le moins de pépins, c'est lui qui meurt. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Donc il y a bien des confrères à vous qui ne veulent pas prendre cette Oui, responsabilité. mais enfin, médecine, c'est prendre des risques aussi. Hein. On est là pour soigner les gens et quelquefois pour prendre des risques. Si on ne veut pas en prendre, on va planter des choux, on fait autre chose. Mais... Là, vous êtes un peu sévère, mais bon. Non, je ne suis pas sévère. Moi, j'ai plein de copains qui savent aussi prendre leurs responsabilités quand il faut les prendre. Alors, il y a donc ce produit à utiliser qui n'a qu'une contre-indication qui est d'origine cardiaque quand il y a des troubles du rythme cardiaque. Donc, il ne faut pas le prendre sans avis médical. Mais avec un avis médical, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a des millions de gens qui en prennent en Afrique, parce que ça lutte contre le paludisme, et on ne leur demande pas, avant de leur prescrire, s'ils ont des troubles cardiaques ou pas. Hein. Moi, c'est une question pratique. Vous allez me prescrire de la chloroquine. Je vais chez mon pharmacien, et mon pharmacien me dit « Ah, mais non, j'en ai pas, je vous en donne pas. » ou Ben, il peut se le procurer, et s'il ne veut pas, qu'il téléphone au médecin, et puis normalement, il doit vous le donner si c'est prescrit. Ouais, parce que ça n'engage pas la responsabilité du pharmacien. Si, mais s'il téléphone au médecin, s'il s'assure que le médecin tient à le donner, et qu'il doit le délivrer. Il doit le délivrer. Parce qu'il n'a pas autorité pour dire ce médicament ne vous convient pas. D'accord. Donc, il peut dire quand même que le médicament peut avoir un risque. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça, il peut le dire. D'accord. Oui. Et puis alors, il y a un autre médicament... Pardon, mais en tout cas, ça, je pense que c'est une information très importante parce que ce n'est pas dans la tête des gens. L'histoire de la chloroquine, bon, on en a entendu parler d'une manière je sais pas à outrance. Pourquoi, d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour moi, je pense que les Françaises et les Français, pour eux, c'est un médicament qui est banni, on ne peut plus se le procurer, on ne peut plus l'avoir. Non, c'est un médicament très, très, très largement utilisé dans le monde. Il y a des millions et des millions de gens qui l'utilisent. C'est un médicament, redisons-le, qui a quelques contre-indications. Enfin, quand on les connaît, et qui est délivré en France et qui peut être prescrit par les médecins. Bon, ils le prescrivent ou pas, c'est eux qui voient. Mais enfin, en tout cas, qui vous donnent des antibiotiques, qui vous donnent du cuivre, du zinc. Bon. Et puis, il y a un autre médicament dont on a entendu parler, nous, au point de vue médical, il y a peu de temps, il y a un mois et demi, alors qu'il était utilisé dans d'autres pays depuis quelques mois, contre justement le coronavirus. C'est un médicament qui est un antiparasitaire, qui est très largement utilisé en Afrique aussi, comme antiparasitaire, et en France, il est utilisé contre la gale. C'est ce qu'on appelle le Stromectol, son nom commercial. Et ce médicament semble-t-il, hein, parce que les médecins qui disent ça, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient, étant donné qu'ils n'ont aucun intérêt. Alors là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est un médicament qui doit valoir 3 francs 6 sous. Oui, mais la chloroquine aussi. La chloroquine aussi, il n'y a aucun conflit d'intérêt là-dedans. Donc ceux qui le proposent sont des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent pour ça. Donc le Stromectol, ce médicament utilisé contre la gale, d'après ceux qui l'ont utilisé, moi je ne l'ai encore jamais utilisé, mais je n'hésiterai pas à l'utiliser si nécessaire, il n'a pas de contre-indication et il semble très très efficace contre le coronavirus. Donc... et on n'en parle pas. Oui. On n'en parle pas beaucoup. En fait. Non. Dans le grand public, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que dans le grand public, on ne voit venir sur les plateaux télé, dans les revues grand public ou sur les ondes, que des praticiens hospitaliers déjà, rarement des praticiens de terrain. Ces praticiens hospitaliers qui voient arriver chez eux des malades qui sont déjà graves, parce qu'on ne va pas à l'hôpital si on fait une forme légère. Donc, quand ils sont graves, tous les médicaments que je viens de citer là ne sont peut-être plus utiles, effectivement, lorsque ça s'est aggravé. Et on voit aussi venir des réanimateurs qui vous parlent de réanimation. Mais le traitement de la Covid, ce n'est pas la réanimation. La réanimation, c'est le terme ultime quand tout a échoué et quand on n'a pas pu faire autrement. Donc, on met les gens en réanimation, c'est-à-dire qu'on essaie de les faire vivre malgré les déficiences organiques qu'ils peuvent avoir, en attendant que le virus veuille bien être combattu par l'immunité naturelle Bon. Donc, tous ceux qu'on voit là ne peuvent pas avoir d'avis sur ces médicaments puisqu'ils ne les utilisent pas. Et ils ne les utilisent pas pour 2 raisons. La première, sûrement, c'est que ça n'a pas été glorifié par un grand ponte parisien.
Et la deuxième, c'est que quand ils voient les patients arriver chez eux, ils sont à un stade où ça n'est plus la peine de donner ces médicaments-là, c'est inutile. Ces médicaments-là sont des médicaments à donner au début pour éviter l'aggravation. Oui, on peut le comprendre. Mais d'après tous les médecins qui l'ont utilisé et qui l'utilisent, ils n'ont que très peu ou pas d'hospitalisation à prévoir. Donc ça change quand même la donne. Et il faut donc pas hésiter à demander à son médecin si on a des symptômes, évidemment. Si on n'a pas de symptômes, si on est juste, si on est juste positif, on n'a même pas besoin de se traiter si on n'a pas de symptômes. Mais si on a des symptômes, tout de suite... Et vous savez, on a tellement donné la peur aux gens, où maintenant, le moindre petit truc, ça y est, on s'affole vite. La peur, du reste, on nous la donne tous les jours. Hein. C'est ahurissant. Et ce qui est très dommageable, c'est que des gens mordent à l'hameçon, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, moi, je suis très étonné par tout ce qu'on fait autour de cette maladie, qui peut être très grave chez certains, je rappelle, oui. Surtout si on ne traite pas. Si on ne traite pas, si on attend que les gens s'aggravent tout seuls, évidemment, c'est très difficile après de les sortir de là où ils sont. Mais c'est quand même, il faut le rappeler, une maladie qui fait moins de 1% de morts. C'est-à-dire, chez tous les sujets atteints, parmi 100 sujets atteints, il y en a 99 qui vont s'en sortir. Bon, c'est un petit peu... La grippe tue un peu moins, mais elle tue quand même. Et on n'a pas cette panique chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe. Alors, il faut que les gens soient conscients, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils mettent des masques lorsqu'ils sont dans un milieu confiné, il faut que, et surtout qu'ils se désinfectent les mains régulièrement. Et puis à côté de ça, après, il faut essayer de vivre normalement, parce qu'on va vivre avec ce virus pendant des mois, voire des années. Donc on ne va pas continuer à vivre confiné, à vivre avec un couvre-feu, à vivre sans pouvoir aller au restaurant, sans pouvoir aller dans les trucs. Il va falloir quand même... faire quelque chose. Heureusement, j'ai une idée un peu folle, hein, j'en conviens, mais de temps en temps, il faut. Heureusement qu'on n'a pas de belligérants pas très loin, parce que on pourrait être dans des difficultés énormes. Vous vous rendez compte là, c'est du pur... c'est de la fiction, de la pure fiction, mais si un pays nous déclarait la guerre, mais comment ferait-on aujourd'hui ? Oui, c'est à se demander, vu l'organisation. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et heureusement aussi que ce n'est pas une maladie comme Ebola. Ebola, c'est quand vous êtes atteint, vous avez une chance sur 2 de mourir. Ouais. Donc là, il y a 99 Donc on a affaire à des incompétents. Moi, je n'ai pas peur de le dire, hein, je ne suis pas le seul à le dire. Ce sont des amateurs, incompétents qui sont incapables de prendre une ligne de conduite qui sache prendre en compte les données médicales du problème, mais qui sache prendre en compte aussi les données sociales du problème. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ceux qu'on a au pouvoir qui font ça. Ils se contentent de reporter vers nous ce que leur disent les médecins. Bon, alors moi, en tant que médecin, si on me demande comment lutter contre une épidémie, ma réponse, évidemment, elle va être comme beaucoup de médecins. Tout le monde chez soi, interdiction de sortir. Interdiction totale. C'est-à-dire, on ne sort pas pour aller pisser, on ne sort pas pour aller faire des courses. On ne sort pas. Point. On ferme tous les transports en commun, on ferme les frontières, et les seuls autorisés à sortir sortent en scaphandre, comme ça se fait pour Ebola, et tous les jours, ils vont distribuer une miche de pain et 3 boîtes de conserve chez les gens. Voilà, ça, oui, ça peut être utile. Mais le confinement, donc... comme il est fait actuellement. Mais le confinement tel qu'on l'a connu, tel qu'il est fait actuellement, c'est une vaste rigolade, enfin, sur le plan médical. Alors, le couvre-feu, ça évite peut-être les réunions effectivement trop importantes en nombre, et qui pourraient favoriser le virus. Mais d'abord, si le confinement tel qu'on l'a connu avait servi à quelque chose, on n'en serait pas là. Donc, le confinement tel qu'on l'a connu, ça a ralenti la progression de l'épidémie, mais ça n'a fait que la ralentir. Ça n'a pas éradiqué le virus.
Donc, il faut peut-être trouver d'autres moyens pour lutter contre ce virus. Et parmi ces autres moyens, c'est prendre en charge la maladie très tôt pour qu'avec les produits qui sont à la disposition des médecins généralistes, ils puissent lutter contre cette maladie et éviter surtout les complications. Une fois que c'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas de complications, mais il y en aura sûrement beaucoup moins. Et éviter qu'une fois que cette complication est arrivée, eh ben malheureusement, après, on fait ce qu'on peut et puis on finit quelquefois en réa et c'est très difficile. Mais ça peut se produire avec n'importe quelle maladie. Nous allons faire une autre pause musicale et puis nous nous retrouvons. On va peut-être parler des vaccins pour terminer. Après, bien sûr, on va parler des vaccins puis on donnera quelques brèves. D'accord. CLC Média. La web radio. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Je vous rappelle que cette émission étant enregistrée en vidéo, vous pouvez la retrouver dans les jours qui vont suivre sur YouTube. Vous vous abonnez, bien sûr, c'est encore mieux puisque comme ça vous serez averti après par la suite. Toutes nos émissions, quasiment toutes à 99%, sont sur YouTube depuis la création de CLC Média. Voilà. À la technique sur le plan vidéo, c'est notre ami Gérard Pommier qui est là. Et puis aux manettes, et notre responsable technique qui est Jean-Yves Bernard qui assure la réalisation de cette émission. Alors, avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, on a vu plein de sujets par rapport, bien évidemment, à ce Covid. Et là, nous allons terminer l'émission en parlant de ce vaccin. Bon, alors là aussi, on en entend parler tous les jours. Une quantité énorme doit être prévue là, de vaccination pour la fin du mois. C'est 1 million, je crois bien. Je ne me rappelle pas bien du chiffre, mais enfin, c'est un truc hallucinant, je trouve. Bon. Et alors, voilà. Vaccin, pas vaccin, on doit se méfier. Enfin, bon. Alors, le problème, c'est qu'en l'absence de traitement officiellement proposé, parce que tous les traitements dont je viens de parler, ils sont parfaitement légaux, parfaitement licites et tout, mais officiellement, ils ne sont pas proposés par nos autorités sanitaires. Donc, il reste quoi aux autorités sanitaires après, s'ils disent qu'il n'y a pas de traitement? Il reste les vaccins et le confinement. Le confinement, on vient d'en parler. Il reste les vaccins. Alors, les vaccins, jusqu'à présent, les vaccins que nous avons à notre disposition sont à 90% des vaccins qui sont tirés de souches tuées ou atténuées de virus ou de bactéries qu'on injecte et qui permettent au corps en reconnaissant la bestiole, de fabriquer des anticorps, de fabriquer des moyens de défense qui seront utiles après lorsqu'on rencontrera le virus ou la bactérie en question. Bon, ça c'est assez long à faire. Ça ne se fait pas comme ça tout de suite. Il faut un certain temps. Donc pour l'instant, ce type de vaccin, on n'en a pas. On en aura sans doute vers la fin de l'année, mais pas encore. Par contre, on a des vaccins qui sont préparés de manière différente, qui sont issus du génie génétique. Ce sont des thérapies géniques qui font fabriquer, qui permettent, on injecte à l'organisme un produit à base d'ARN messager qui permet à l'organisme de fabriquer la protéine du virus qui est active pour stimuler la sécrétion de moyens de défense par l'organisme. Alors, c'est une méthode qui est nouvelle pour la fabrication de vaccins, qui est séduisante, qui est sans doute très prometteuse. Et qui est nouvelle. Qui est nouvelle. Voilà. Seul inconvénient, on n'a pas de recul suffisant pour savoir s'il peut y avoir des effets secondaires dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ah oui, aussi loin que ça. Ah mais pour les vaccins, oui, on regarde loin. Ah oui, je pensais que moi, c'était une affaire de quelques semaines, quelques mois. Non, il n'aurait pas été aussi loin. Les effets secondaires à quelques semaines... peuvent apparaître 10 ans après. Oui, on s'en rendra compte en comparant une population vaccinée avec une population non vaccinée et avoir le nombre par exemple, de diabète, de maladie cardiovasculaire ou de cancer apparus dans chaque population et voir s'il y a une différence significative entre ces deux populations. Et s'il y a une différence significative, on pourra estimer qu'elle vient
du vaccin. Alors, il n'est pas dit du tout que ce vaccin donne des manifestations secondaires. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Alors, je ne parle pas des réactions locales à l'injection, ça c'est un peu accessoire. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais peut-être aussi que ce vaccin ne protège pas de... Comme on le dit. Il ne semble pas qu'il protège de la contagiosité de celui qui l'a. C'est-à-dire que la personne qui reçoit le vaccin sera peut-être protégée elle-même. Il semblerait qu'elle soit protégée elle-même, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas contagieuse. Ça, on verra à l'usage. Donc, en l'absence de volonté gouvernementale de traiter les malades dès qu'ils sont malades, on se dit, le seul moyen de sortir de là, c'est de vacciner tout le monde. Ce n'est pas un mauvais raisonnement. L'ennui, c'est que, justement, on ne possède que ce vaccin qui fait naître certaines craintes chez certains. Il y a un deuxième qui, semble-t-il, serait autorisé. Oui, mais c'est la même... Depuis peu, là. C'est la même... Oui, de Moderna, le vaccin Moderna. Mmh. Et puis, il y a l'autre de Glaxo, je ne sais pas quoi, qui va sortir. Mais ce sont les mêmes modes de fabrication. Donc, sur ce type de vaccin, on n'a pas de recul à plusieurs années. Par contre, celui qui devrait sortir de chez Pasteur ou Sanofi en fin d'année, c'est un vaccin fabriqué de manière plus traditionnelle, sur lequel on a du recul. Donc, il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Alors là, le problème, ce sont les responsabilités. Bon, j'avais vu sur les réseaux sociaux passer quelque chose. Faites-vous vacciner, mais demandez à la personne qui vous vaccine ou le médecin d'engager sa responsabilité. Alors, on ne peut... Il y a deux manières. On peut l'engager si on fait mal le vaccin, c'est-à-dire si on casse l'aiguille, oui, c'est de votre faute. Mais justement, les médecins peuvent faire signer un papier, ils ne le font pas, mais on peut faire signer un papier disant qu'on vaccine cette personne, mais elle prend ses responsabilités en acceptant la vaccination. Enfin, moi, si j'ai à vacciner quelqu'un, c'est ce que je ferai. Parce que moi, je n'ai pas de recul. Donc c'est le médecin qui se protège. Parce que moi, je n'ai pas de recul vis-à-vis de ce vaccin. Et je vais le mettre au courant donc, des risques éventuels. Et si le malade veut prendre ce risque, qui est peut-être minime, oui, c'est lui qui le prend. Non, mais parlons franchement. C'est lui qui le prend. Oui. C'est pas moi. Oui, mais là, vous renversez donc la vapeur. Oui, parce que à ce moment-là, moi, je préférerais lui dire bon, je vous teste, si vous êtes positif, si vous avez des symptômes, je vous traite, et ça devrait bien se passer. Le risque du vaccin, à moyen terme et à long terme, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas vous dire ce vaccin est parfait. Ce n'est pas vrai. Je peux vous dire ça sera peut-être très bien, mais peut-être. Voilà. Là, il faut que les gens prennent bien conscience de ça. Il faut qu'ils le sachent. Pense au moins. Que, voilà, ça n'empêche pas important. Ça n'empêche pas qu'ils se fassent vacciner. Oui, bien sûr. C'est peut-être une précaution pour rien. Mais bon. Sauf que s'ils ont dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, des symptômes qui apparaissent parce que voilà. Est-ce que ça sera dû à ce vaccin, dû à autre chose? On ne le saura qu'au bout d'un certain nombre d'années. Bon. Mais ce vaccin n'est peut-être pas mal. Je veux pas. Par contre, ce qui est très mal, c'est le mode de distribution de ce vaccin. On refait les mêmes erreurs qu'on avait fait pour la grippe H1N1 avec des centres de vaccination. Alors pour la grippe H1N1, c'était parce que le vaccin était en flacon de 25 doses, je ne sais pas combien, donc on a dit on ne va quand même pas donner ça aux généralistes, ils vont en jeter la moitié, etc. Et là, on dit c'est parce qu'il faut le conserver à moins 80. Alors c'est vrai, il faut le conserver à moins 80, mais enfin, si on en sort un certain nombre, si le médecin doit vacciner dans la journée il peut conserver ses vaccins à température au frigo pendant quelques heures. Mais il ne faut, si on veut que la vaccination soit efficace, il faut la remettre au médecin traitant. C'est quoi alors? On se bat, c'est quoi? C'est à cause de sous Là, même pas. Là, ce sont les fonctionnaires du ministère de la Santé qui ne connaissent pas la médecine de ville. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce que d'abord, elle n'est pas aux ordres, donc elle ne les intéresse pas. Donc, ils ont décidé de vacciner selon un certain schéma qui s'avère pour l'instant quand même pas très efficace. Et
au lieu de proposer aux médecins de venir chercher des vaccins et de vacciner leur population. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Mais si ce n'est qu'il y a une défiance, mais depuis des années, il y a une défiance du ministère de la Santé et des fonctionnaires du ministère de la Santé vis-à-vis des médecins de ville. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'eux sont habitués à raisonner en fonction, ils prennent un mode d'emploi, ils cochent les cases, hein, et puis surtout, ils ne prennent pas de risques. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait de la médecine. Hein. La médecine, ça se fait avec ses oreilles, avec ses mains. On ne fait pas de la médecine de manière administrative, ce n'est pas possible. Donc on va se faire vacciner en son âme et conscience, oui, quelque part. Absolument. Bon, il y a les pour, il y a les contre, Oui, c'est à peu près 50-50. À peu près. À peu près. Qu'un jour c'est 51 pour l'autre. Enfin bon, ça varie. Ce matin, j'ai entendu. Chaque choix est respectable. Alors après, il ne faut pas tomber dans les... Est-ce qu'on ne risque pas de monter les gens les uns contre les autres ? Et être monté du doigt, et puis... c'est comme la vaccination pour la grippe. Je veux dire, il y en a qui se font vacciner. Oui. C'est surtout un risque qu'ils prennent pour eux-mêmes, hein, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, parce que les vaccinés, il ne semble pas qu'ils protègent les autres. Donc, on ne peut pas dire que ce soit... mais c'est un phénomène, un problème de société. Du vaccin, on risque d'en reparler, parce que moi, ce que je crains, c'est que si on veut faire certaines choses dans quelques temps, ça nous pend au nez, il faudra montrer patte blanche... On vous exigera le vaccin. Ils disent que non, ça n'arrivera jamais. Mais moi, je ne leur fais pas confiance. Et donc, je crains que... Oui, alors c'est ce qui arrive déjà quand on va mettre les gosses à l'école. Il faut qu'ils aient leur vaccin. Oui. Quand on veut aller dans certaines régions du monde, il faut avoir la fièvre jaune. Bon. Alors, si ce vaccin est sans effet secondaire notable, pourquoi pas ? Je veux dire, si on peut faire disparaître la maladie, le Covid comme ça. Oui, bien sûr. Très bien. Alors après, il ne faut pas tomber non plus dans ce qu'on voit quelquefois sur les réseaux sociaux, où en nous injectant ce vaccin, on va nous injecter des trucs pour faire de nous des esclaves. Bon, là, je crois qu'il faut... c'est même pas la peine d'en parler. Oui, bien évidemment. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur cette maladie. Et ce qu'on peut conclure là-dessus, après on dira quelques bricoles. Mais alors, rapidement. Oui. C'est que faute d'avoir su prendre des bonnes décisions, eh bien nos dirigeants, sous l'influence d'une administration qui est enfermée dans des carcans, des logiques autosatisfaisantes, j'espère qu'ils ne vont plus nous surprendre par des déclarations qui seront contredites 8 jours après, mais malheureusement, j'en ai très peur. Alors pour finir sur une touche plus... Je sais que vous avez toujours... plus agréable. Voilà, vers la fin d'émission. J'en ai pas trouvé qui soit croustillante. J'ai juste trouvé ça sur le port des baskets. Vous savez que nos adolescents, ils adorent ça. Pas que les adolescents. Pas que les adolescents. Oui, mais enfin, les adolescents âge, ont des baskets en général qui sentent très mauvais. Quand ils se déchaussent, on sent qu'ils avaient des baskets. Pour ça, nous voulons aucun jeune à la radio. C'est interdit. Voilà. Et alors, les podologues sont assez catégoriques. Pour eux, le port quotidien de ces chaussures est totalement déconseillé. Je ne suis pas surpris. Eh oui. Parce que porter des baskets, ça n'est bon ni pour les pieds, ni pour la posture. Parce que d'abord, il n'y a pas de talons. Et c'est valable pour les enfants comme pour les adultes. Ces chaussures ne devraient être réservées qu'à la pratique sportive, disent-ils, parce que leur port de façon quotidienne entraîne un étalement du pied, un risque de transpiration excessive. Donc, qui dit transpiration dit prolifération de germes et de bactéries et de champignons, de mycoses. Et ça risque aussi de leur donner une mauvaise posture avec des troubles secondaires dans les genoux, dans le rachis. Donc, les baskets, c'est bien, c'est sympa, c'est joli. C'est mode. C'est mode pour faire du sport, mais il ne faut pas porter que ça. Bon, je vous rassure, moi, je porte le masque, le tuba et les palmes. Oui, puis vous n'avez pas de basket. Ah non, c'est les palmes. C'est les palmes. Je me déplace avec les palmes. Voilà. Jean-Yves est en basket. C'est pour ça que je me disais, mais en face de moi, il se dégage c'est ça, cette odeur. quelque chose.
Voilà. Non, on plaisante. Bien, nous allons en terminer là, parce que ça se bouscule, comme on dit, au portillon. Nos invités de l'émission suivante sont déjà là. On a fait le tour, docteur Jacques Lacroix. On ne fera jamais le tour. Non, c'est vrai. On a fait un point. Alors, cette émission, bien évidemment, vous pourrez la réécouter mardi prochain dans le cadre de Libre Santé, de 17h à 18h. Vous pourrez aussi la réécouter dans la semaine. Je ne m'en rappelle jamais. J'aurai des punitions, mais bon... Bon, mais c'est pas grave, j'arrive. Voilà, écoutez la radio et après tout, vous l'entendrez. Merci, bonne semaine. On se retrouve dans 15 jours pour une émission en direct, si tout va bien, si rien ne se passe entre-temps. Oui. Bien évidemment. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix d'être venu jusque-là et donc dans 15 jours. Je vous retrouve, merci, au revoir. Je vous retrouve dans quelques minutes avec Karine Montes et Thierry Lafaille. Nous allons parler d'élus à Saint-Denis-de-Pile dans l'émission 58 minutes.